bien dans ce livre, Je suis Asako René Joly, Chronique d'un destin démenti, j'avais examiné après mon parcours un certain nombre de questions essentielles, parmi lesquelles les rapports entre l'Afrique et l'Occident. Et voici ce que j'en dis, mot pour mot, à partir de la page 224. Je dis que, tout en saluant le conseil d'initiative dans ces rapports entre l'Occident et l'Afrique, il faut s'interroger sur les retombées positives que l'Afrique peut en tirer, en tant que les ressorts de ces liens avec l'Occident demeurent fixes. C'est l'objet de la théorie de l'enclos d'animaux d'élevage que je développe ci-dessous. J'ai donc, sur la base de mes constats, développé ce que j'appelle la théorie de l'enclos des animaux d'élevage. Naturellement, en ce qui concerne les rapports entre l'Occident et l'Afrique. Retenez bien, la théorie de l'enclos des animaux d'élevage. De ma prime enfance à ce jour, j'ai pris le temps d'observer puis d'analyser les rapports entre l'Occident et l'Afrique. Ce travail peut être subdivisé en 3 phases que sont l'observation admirative et envieuse. Donc il fut un temps dans ma vie où j'admirais et j'enviais les Occidentaux. La deuxième phase, c'est celle du questionnement songeur. Donc je commence à me poser quand même un certain nombre de questions sur la base des observations qu'il m'a été donné de faire. La troisième phase, c'est la phase de la modélisation candide. Modélisation candide. La première phase commence à l'école primaire avec la petite boîte en tintoumou de nos récréations et dont j'ai parlé plus haut. Elle était, à travers l'école, un outil de supplantation de la culture négro-africaine par celle de l'Occident colonisateur dominant. Aussi s'attaquait-elle à la langue, élément fondateur de toute culture. L'Intoumou devait disparaître en nous et laisser totale place aux Français. L'Intoumou devait mourir pour que naisse à sa place un être sans identité, sans repère, sans volonté propre, donc à la merci du colon et de son idéologie dominante. C'était la construction de la mentalité du supplicié défenseur du bourreau et justificateur de sa condition. Cette phase et cet état d'esprit sont renforcés par la nature des premiers contacts que l'Africain eut avec l'Occident. Ceux-ci ont pour acteur l'enseignant, porteur d'instructions, de savoirs nouveaux, ou bien le prêtre ou le pasteur, porteur d'évangile, de discours de compassion et de consolation, mais aussi et surtout d'endormissement, de lavage de cerveau. Ensuite, le médecin et l'infirmier, porteur de santé et de bien-être normalisé, accessible à tous, à l'opposé des savoirs médicaux traditionnels, élitistes et ésotériques. Ce sont ces acteurs
qui ont établi la confiance en raison de laquelle les cœurs se sont ouverts et toutes les barrières de protection identitaire sont tombées. Cependant, l'école a ceci de bien qu'elle éveille la conscience. Elle éveille la conscience par la faculté de discernement, de croisement de paramètres et donc de critique. Le sens critique du terme suppose l'interrogation et le sondage de tout, y compris des évidences établies. Même les apories y passent. Et c'est là qu'intervient la deuxième phase de ma démarche, c'est-à-dire la phase du questionnement songeur. Il viendra le temps du procès de l'impact de l'école occidentale sur la culture négro-africaine. Mais on peut d'ores et déjà se poser la question de savoir si on n'a pas raté un virage culturel en sacrifiant tout à l'école occidentale. Cette deuxième phase, c'est-à-dire la phase du questionnement songeur, je la vis depuis la classe de terminale, avec l'initiation à la philosophie, que je conçois humblement, comme la faculté de se poser des questions sur tout, y compris sur des sujets auxquels aucune réponse ne s'offre a priori, ou pire, sur des sujets dont on est certain de l'incertitude, voire de l'impossibilité de la réponse. C'est pourquoi, personnellement, je salue l'introduction de la philosophie dans l'enseignement secondaire au Cameroun dès la classe de seconde littéraire à la rentrée 2018-2019. En effet, les élèves seront enfin formés à se poser des questions plutôt que ce n'était le cas jusque-là. Parce que de mon temps, la philosophie, comme je l'ai dit tantôt, commençait en classe de terminale. Eh bien, je poursuis en disant que les Noirs ont été commercialisés et traités comme des objets sur la base d'une conviction de leur infra-humanité, voire de leur anhumanité. Je dis bien anhumanité, avec le an, privatif de humanité. Mais d'où vient-il que vendeurs, acheteurs et esclaves, objets vendus, aient le même nombre de dents, la même couleur de sang et de lait, et même que le lait des femmes esclaves nourrisse les bébés des hommes, les maîtres blancs, etc. D'où vient-il que maîtres blancs, c'est-à-dire les hommes, et les esclaves noirs, c'est-à-dire les objets, partagent les mêmes sentiments et manifestent des émotions identiques? Par exemple, tous pleurent, rient, jouissent ou s'affligent des mêmes situations. Comment se fait-il qu'en suivant les mêmes enseignements, les objets, entre guillemets les objets, c'est-à-dire les noirs, parviennent à avoir de meilleures notes que les hommes, c'est-à-dire les blancs? Pourquoi passe-t-on d'une étape de relation à une autre sans que les équilibres de départ ne changent? Pourquoi les deux camps gardent-ils invariablement leurs positions respectives d'oppresseurs et de victimes, de dominants et de dominés? In fine, quel est l'horizon de cette incertitude? Est-il envisageable? Et si on imaginait un autre paradigme partenarial, un autre attelage, une autre vie,
un autre monde. Alors, m'est venue l'idée d'une modélisation de ce rapport dolosif, sibyllin, dont les termes ne changent que pour entretenir, consolider et stabiliser l'équilibre initial. C'est à l'image des systèmes physiques où la cinétique est la garantie de la stabilité, au contraire de ceux où le mouvement désagrège les articulations, entraînant une recomposition de l'ensemble. Ayant tout bien observé, j'ai compris que les rapports Occident-Afrique se font selon la théorie que je qualifie d'enclos d'animaux d'élevage. Enclos d'animaux d'élevage. Théorie de l'enclos d'animaux d'élevage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pays occidentaux, anciens esclavagistes et naguère colons maîtres, seuls et de plus en plus en association, tiennent en otage les pays africains dans des enclos d'où aucun ne peut s'échapper. La bête n'en sort que pour deux raisons. Soit c'est pour nourrir le maître par sa mort, soit c'est pour lui assurer des revenus à l'issue d'une vente. Entre-temps, le maître soigne la bête pour qu'elle ne crève pas avant terme. Il la nourrit, voire la gave pour qu'elle puisse engraisser et produire plus de viande. On veille à raccommoder l'enclos pour empêcher des fuites ou l'intrusion des rapaces et autres prédateurs et s'assurer la propriété de l'ensemble. C'est la politique dite des prés carrés. La politique dite des prés carrés. Tout ce qui précède montre la précarité de la situation des animaux en enclos et l'incertitude établie de leur possibilité d'évasion ou d'émancipation, le rapport de force en constante mutation, mais toujours au profit du propriétaire de l'enclos et au détriment des bêtes. En réalité, tout concourt à l'expression du pessimisme tant que les pays africains garderont ce statut de bêtes d'élevage en enclos, et nous y demeurerons tant que nous n'aurions pas apprivoisé les savoirs et savoir-faire qui ont permis à nos maîtres bourreaux esclavagistes colons d'acquérir et de consolider les bases de leur force. Car, quelle guerre pouvons-nous gagner contre celui qui nous vend ses propres armes? Quelle garantie a-t-on de rivaliser avec celui qui nous fournit tout jusqu'aux aiguilles? Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire contre celui qui écrit les livres où nous puisons notre apprentissage et notre formation? Quelle course peut gagner l'Africain en déambulant ou en remplissant églises et mosquées plus de 10 heures sur les 24 que compte une journée, pendant que le concurrent vole avec les ailes de l'esprit et ne vit que pour travailler? Quelle guerre pouvons-nous gagner dans ces conditions? C'est quelle guerre? Personnellement,
Je refuse de croire qu'il faille nécessairement tuer le maître pour devenir maître. Suivant la loi des arts martiaux. Je ne pense d'ailleurs pas que ce soit possible en l'état actuel du rapport de force. Je crois en une saine émulation. Une saine émulation qui ferait coexister des forces dont le seul enjeu de concurrence serait une plus rapide dissipation des ténèbres de l'ignorance partout où il y en a, c'est-à-dire sur la majeure partie du continent noir. Mon malheur vient de ce que je suis réaliste. Pour dire vrai. Mon optimisme se noie dans les faits réels que j'observe et qui suscitent plus d'inquiétude et d'incertitude que de l'assurance. Mais voici poindre l'aube de l'émergence de l'Afrique noire. Elle est tout à la fois lointaine mais certaine, hésitante mais décisive, évanescente mais plus que jamais affirmative. À chaque peuple ses rêves, dirait-on. À chaque peuple ses réalités. À chaque époque ses espérances et ses actions. Elle se termine, l'heure de l'esprit négro-africain endormi et engourdi par des siècles d'oppression, de mensonges, de ténèbres et de reniement. Elle s'achève, l'ère de l'échine courbée, cible de coups assourdissants du déni d'humanité ou de la torpeur incandescente de la colonisation et de ses succédanés. Oui, je la vois poindre, cette aube négro-africaine de la prééminence des savoirs, des savoir-faire, des savoir-faire-faire et des savoir-être. C'est l'ère de ce juste retour au privilège sapiential que nos lointains ascendants ont eu en exclusivité. Avant d'en avoir consenti le partage et finalement de se le faire voler, ainsi que le témoignent des faits historiques. Oui, je la vois, cet exode d'épiphanie négro-africaine. Je vois s'ouvrir la chrysalide qui libérera bientôt le dragon noir. Je vois arriver en voltige martiale imparable le papillon des reins dont les rayons illumineront la terre entière. Je la vois, cette araignée en diamant, descendant des nuées d'argent et qui dardera bientôt le bourreau de la conscience noire, enchaîné dans son voile de culpabilité multiséculaire. Je les entends qui grondent dans un voisinage rapproché. La bourrasque, le typhon, le cyclone de l'inventivité africaine. Dites-moi que je rêve. Je vous dirai qu'il y a longtemps que je suis en éveil. Je vous dirai même que nous sommes déjà un grand nombre à être éveillés et à nous employer à en éveiller d'autres. Dites-moi que les prédateurs mutent, se multiplient et allongent leur rang, à l'exemple de la Chine et d'autres nouvelles puissances venues concurrencer l'Europe sur la charogne minière et commerciale négro-africaine. Dites-moi aussi que les prédateurs affinent eux aussi leurs stratégies et leurs instruments de domination. Dites-moi tout cela. Oui, dites-moi tout cela. Je vous donnerai cette raison, mais je rétorquerai que, du côté des opprimés, les lignes ont considérablement bougé. Et le processus, les lignes ont considérablement bougé et le processus va d'ailleurs en s'accélérant. Pourquoi je le dis? Parce que les savoirs s'universalisent, la communication se mondialise,
voire se banalisent. Les barrières et autres formes de cloison tombent et disparaissent. Il ne sera plus possible d'empêcher que celui qui a faim, n'est pas allergique à l'albumine, dispose du nécessaire pour se concocter une omelette, le fasse à sa convenance. On peut, de cet exemple simpliste, évoquer les sujets les plus sensibles et complexes, à l'instar de l'armement nucléaire. L'exemple de la Corée du Nord, avec des essais nucléaires itératifs et concluants, malgré l'opposition farouche et ouverte de l'OTAN, en est une parfaite illustration. Et l'apathie manifeste de l'Occident et de la Corée du Sud face à l'arrogance nord-coréenne montre bien vers quoi l'universalisation des savoirs nous conduit. Les jeux d'alliance ne sont pas en reste dans ce remodelage du monde dont l'équilibre n'a jamais été aussi instable que de nos jours. En effet, des États-nations d'avant la Première Guerre mondiale, on a connu des recompositions agrégatives dont la guerre froide a servi de ciment. Depuis lors, des ensembles craquent sous les coups de boutoir des nationalismes, voire des ultranationalismes, revenus en force comme modèle résurgent de citoyenneté. Ainsi, le sécessionnisme se fait-il menaçant partout où il a des racines. Des communautés aussi soudées que l'Europe tanguent au point de devoir concéder le départ d'un membre clé comme la Grande-Bretagne. Et d'autres membres ne sont encore limités dans la même ambition que par des mécanismes internes d'accession au pouvoir en résonance avec leurs constitutions respectives. Elle doit se lever. Elle doit se lever. L'aube de l'émergence africaine. Elle pointe déjà résolument. Elle se lève. Mais cette occurrence se pose en une condition en forme d'épiphanie. Oui, sans épiphanie, c'est-à-dire sans prise de conscience traduite dans les faits, il est à craindre qu'on ne bâtisse de nouveau des chimères et des rêveries. Et pourtant, il se dissipe le nuage de l'esclavage, le nuage de la colonisation et de l'égarement mental, culturel et cultuel. Cela se fait décidément et résolument. Merci pour votre aimable attention.